Sur cette table ronde, on va expliquer comment finalement le retail média fait intervenir à la fois côté marque plusieurs départements qui sont le commercial et le marketing, côté retailer, l'achat et la régie, des mondes qui ne se parlent pas toujours, des mondes qui sont parfois un peu cloisonnés. Et on a la chance d'avoir deux annonceurs, deux marques qui vont nous expliquer en quoi le retail média chamboule leur organisation. Comme on a bien fait les choses, et là je dois rendre crédit à Laurence qui a initié l'avenue de Mathieu et Eric, on a le représentant du côté commercial qui est Eric Bilimas, qui est directeur commercial de Playmobil France. Bonjour Eric. Bonjour. On a Mathieu Lacombe qui est Global Marketing Integrated, j'ai perdu l'acronyme exact. Non, le titre est compliqué. Ouais. C'est vrai. Et il y a comme aussi, je crois, dans l'intitulé. Il y en a 3. Donc, ouais. Lourde tâche. Hein. Merci d'avoir pris le temps de venir parmi nous. Et Laurence Taylor de Retail for Brands, qui est donc un consultant ES Retail et notamment Retail Media. Première question pour vous, Laurence, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux que pose aujourd'hui la démocratisation du Retail Media pour l'organisation des marques ? Alors, plutôt que marque, je préfère le terme industriel. Il y a un triple enjeu du retail média, c'est l'accessibilité de la donnée, données de vente, données de recherche consommateur, et cette disponibilité de la donnée fait que ça peut avoir une influence jusqu'au développement marketing de certains produits. Le deuxième, c'est un enjeu de plateformisation, d'accès à de l'achat média sans ticket d'entrée, et ça c'est assez révolutionnaire dans le domaine du retail média. Si on considère le retail média, la réalité c'est que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, hein. Ça fait plus de 50 ans, plus de 60 ans que ça existe, ça prend une nouvelle forme, et c'est sûr que Amazon a joué un rôle assez fondamental et assez structurant. Et le troisième point, c'est l'origine budgétaire. Qui est en charge de ces budgets-là? Qui va abonder dans les budgets? Et ce qui est intéressant dans les conversations que je peux avoir et avec Mathieu et avec Eric, c'est que c'est central. Et du coup, qui donne le budget, qui gère le budget et qui a la responsabilité ultime du budget. Et la réalité, c'est qu'en fait, ce qu'on se rend compte, et c'est là où c'est intéressant d'avoir Mathieu et Eric, c'est que c'est une responsabilité commune du marketing et des ventes d'avoir accès à ces budgets-là et de pouvoir exploiter le retail média. Le cas de Playmobil est assez symptomatique puisque c'est la division commerciale qui gère l'allocation des budgets, mais ces budgets échoivent en fait au marketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette organisation retail média, Eric, s'il vous plaît? Alors oui, bon, déjà merci d'être ici, ça fait vraiment plaisir de partager avec vous. Alors en fait, comment ça se passe au niveau du budget? L'histoire a voulu qu'on prenne en charge le retail média par l'intermédiaire d'Amazon, enfin avec Amazon, comme tu as expliqué tout à l'heure, qui fait qu'on s'est approprié, nous, le e-retail média au sein de l'entreprise par rapport au marketing. Alors c'est vrai que c'est assez atypique, c'est-à-dire qu'en fait les budgets qui sont en forte croissance sur plusieurs années sont négociés avec la direction générale et la direction marketing. C'est la direction commerciale qui les gère, mais qui rend des comptes à la direction marketing. Et ça, c'est assez fastidieux, me disiez-vous tout de même. Oui, parce que aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs régies, il y a plusieurs clients, et en fait, on n'est pas encore outillés tous. Je pense que là, c'est globalement, à part un de mes concurrents danois qui probablement est très bien outillé. Aujourd'hui, les fournisseurs ne sont pas spécialement bien organisés aujourd'hui pour traiter la pluralité en fait des agences, des clients. Et chez nous, en fait, au niveau direction commerciale, c'est le compte clé qui est en charge en fait de chacune des, que ce soit Cdiscount, que ce soit Amazon, que ce soit Fnac, qui est en charge en fait de suivre le retail média au sein de l'entreprise. Au quotidien, ça marche comment concrètement? Comment vous réussissez à embarquer tout ce monde, à la fois l'agence, le marketing, le compte clé, le fournisseur, le distributeur, pardon, ça marche comment? Alors, excellente question. Alors, dans la salle, il y a pratiquement toutes les agences avec qui on travaille, les régies. Alors, on travaille en weekly call. C'est-à-dire que j'ai instauré ça au départ, en weekly call, qui est jour fixe, heure fixe. On fait un point, en fait, avec le distributeur, avec la régie, avec les appros de la centrale, avec les achats de la centrale, le compte clé, et on va chercher, nous,
quelqu'un du marketing qui est présent de façon à avoir 100% de l'information. Parce que le retail média, pour moi, se décompose en deux morceaux, on en parlera peut-être après, mais il y a le côté stratégique marketing et il y a le côté tactique opérationnel, et c'est pour ça qu'on l'a récupéré. Pour moi, en fait, le retail média, c'est... Laurence l'a dit, je pense qu'on pense la même chose il y a 50 ans en arrière, mais aujourd'hui, c'est quoi le retail média? Vous avez un client qui rentre dans un magasin physique, c'est du brick and mortar, il y a une tête de gondole. Donc en fait, le sponsor product, pour moi, c'est exactement la même chose. Il faut attirer le client quand il rentre. Les catalogues, c'est exactement la même chose. Enfin, donc, ça me paraît logique que ça rentre opérationnellement parlant au sein du service commercial. En revanche, avec un gros appui du marketing. En cohérence avec le marketing, tout à fait. Parce que pourquoi est-ce que l'apport du marketing est important dans ce genre de dispositif? Ça vous évite peut-être de vous concentrer uniquement sur des KPI hyper centrés sur les ventes, aller peut-être un peu plus haut de funnel sur du retail média? Oui, exactement. En fait, c'est là où je vois la limite du système. Donc, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Mathieu. C'est la limite du système. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je reprends les gants de ma TG pour les sponsor products, en fait, aujourd'hui, concrètement, on est, nous, jugés, parce que je demande des budgets, je suis responsable des budgets, et je suis sur des KPI qui sont très roasses. Résultat des courses, pour moi, ça entraîne un déséquilibre, parce que le haut de funnel est mal géré. Enfin, on est beaucoup plus dans le défensif, de la protection de marque, dans le tactique aussi, suivant, vous connaissez tous les principes de tactique qu'on peut avoir pour sortir un produit alors qu'il n'a pas forcément les performances voulues. Bon. Donc résultat des courses, c'est pour ça qu'il est important d'intégrer le marketing avec nous lors de ces réunions. Mais les budgets alloués, parce que le marketing, je ne sais pas ce qu'on en parlera tout à l'heure avec Mathieu, mais le marketing en fait n'a pas encore pris en considération la totalité de l'impact du retail média. Enfin, ça dépend des entreprises, mais moi je trouve qu'en général, c'est pas encore, c'est considéré. La preuve, c'est que dans les négociations 2022 pour les distributeurs, ils ont poussé les fournisseurs à intégrer des conditions retail média dans les accords, ce qui n'est, à mon goût, pas une autre chose. Mais bon. Vous, c'est un parti pris d'ailleurs pour vous, le retail média, c'est pas de la coopération, justement pour avoir les mains libres. Ouais, exactement. Sur l'allocation des budgets. Donc là aussi, c'était un dur combat pour 2022, mais en tant que directeur commercial, stratégiquement parlant, j'estime que nous n'avons pas à négocier en fait une enveloppe à intégrer dans des conditions. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je peux être très bien chez Amazon, donc pourquoi je vais aller pousser Amazon? Je vais être très bien à la Fnac, ou moins bien à la Fnac, pourquoi je vais aller pousser la Fnac? Donc je peux allouer les budgets, pour moi c'est stratégique, en fonction de mes besoins, alors que si je les rentre en COP, après ils sont figés. Ma compréhension, justement, le retail média, c'était essentiellement de la coopération en France. Est-ce que c'est un cas atypique, Playmobil, Laurence, ou est-ce que vous voyez aussi plusieurs annonceurs, marques industrielles avoir cette réflexion-là? Alors c'est essentiellement du budget incrémental en France. D'accord. Marginalement, dans le retail média tel qu'on le voit actuellement, c'est principalement du on-top pour aller chercher du retour sur investissement. Souvent son origine et les premières distillations des premiers budgets retail média sont liés à des coops, mais très vite ils vont évoluer et tu vas chercher de l'incrémental. Tu demandes à Amazon, tu demanderas à Criteo, je pense que je suis le seul à pouvoir dire Amazon dans cette pièce, donc je me ferai. On m'accuse suffisamment d'être picousé Amazon, mais voilà, d'une manière générale, c'est on top. C'est on top et c'est un nouveau levier d'acquisition. Ensuite, à considérer dans l'ensemble de la rentabilité d'un client, de remettre ça dans tes investissements advertising and promotions. Eric rappelait l'importance de l'implication du marketing. Mathieu, vous en êtes à un stade où justement vous en êtes au début, un peu en réflexion sur l'organisation à avoir en matière de retail média. Et vous, c'est ce que vous déplorez aujourd'hui chez Bell, c'est que le marketing n'a pas forcément la vision sur comment sont vaciller les budgets, avec quelle efficacité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ouais, alors c'est un peu caricatural, mais okay. C'est les journalistes, on grossit toujours le trait, vous savez, pour intéresser les gens. On est encore au début de l'histoire, en fait. Et c'est vrai que c'est, en tout cas chez nous, c'est encore très siloté. Donc on a effectivement une équipe commerciale qui va gérer tout ce qui est coop, qui va aussi ajouter au pot en faisant des OP sur le retail média via les régies des retailers. Et côté marketing, on va aussi venir compléter via du budget. Et ce que Laurence disait au début, ce qui est crucial, c'est justement de piloter au mieux tout cet investissement en fait. Et c'est pour ça que le marketing doit aussi avoir un regard, parce que c'est aujourd'hui un brand manager qui va activer
les moyens qui sont mis derrière une marque, derrière une activation, et qu'ils soient bottom ou top line, que ce soit la télé, l'affichage, la radio, ou les moyens qui sont mis en retail. Donc c'est crucial aussi que le marketing ait un regard et puisse coordonner tous ces leviers et que ce ne soit pas opéré en silo. Et aujourd'hui, c'est encore un peu trop opéré en silo. Donc notamment pour pouvoir comparer en fait l'efficacité de ces budgets-là avec celle des autres grands leviers d'activation. Ouais, c'est mettre sur un même pied d'égalité en fait l'ensemble des moyens qui sont mis en place derrière une marque. Voilà. Donc moi je veux comparer la télé avec les moyens retail média. Et sur 2 items qui vont être à la fois le business, donc le net sales qu'on va dégager, et aussi les enjeux de construction de marque, donc de awareness, de considération, etc. Et il y a un point qui est un peu plus insidieux que vous me disiez en préparant ce call aussi, c'est que cette siloisation, en fait, elle peut aussi servir les retailers, en fait. Vu que le marketing et le commercial ne se parlent pas toujours, ils peuvent en profiter. En fait, c'est un peu l'histoire, c'est l'historique. Hein. Les personnes côté industriel sont adressées en silo. Donc moi, oui, j'ai constaté ça dans ma vie d'avant et la nouvelle chez Bell, où il y a eu une approche à la fois côté sales sur différentes personnes et à la fois côté marketing sur aussi différentes personnes. Donc, et quand c'est pas opéré et géré en interne, du coup, il y en a partout et c'est très très siloté comme approche. Aujourd'hui, dans votre réflexion, vous en êtes où sur ce sujet de l'organisation idoine ? On en est encore au début, on est plutôt dans une phase de diagnostic, c'est-à-dire comprendre où sont les budgets, comment ils sont opérés, les résultats qu'on en a, pour ceux qui sont réellement traqués. Et ensuite, on va voir comment opérer entre sales et marketing. Voilà. Laurence, j'imagine que vous accompagnez plusieurs industriels sur ces sujets-là. C'est quoi les questions que doivent se poser ? Il y a peut-être des industriels dans la salle qui réfléchissent justement à mettre en place une orga idoine. C'est un peu quoi les questions qu'on doit se poser au moment de faire cet audit ? Un premier enjeu, en fait, c'est d'aligner 2 visions. Une vision qui vient d'e-sales, qui est très orientée sell-in. Je pense que pour toute personne qui n'est pas dans le FMCG, qui travaille dans l'environnement Amazon, on a pris très cher au début de l'année parce qu'Amazon a surstocké l'année dernière. Donc on a des comptes clés qui sont très stressés sur leur sell-in. Et pourtant, on a des sell-out qui font plus 15, plus 20%. Tout simplement, ça c'est un vocabulaire à apprendre, comprendre ces enjeux-là. Ça ne fait pas partie en fait de la formation que j'ai pu avoir ou la formation que Mathieu t'a pu avoir. En revanche, des sujets de retour sur investissement, de taux de clic, taux de conversion, ça ne fait pas partie du vocabulaire historique d'Eric. Donc il y a un vrai enjeu en fait d'hybridation des profils pour refusionner 2 visions, une vision de sell-in et une vision de sell-out. Et c'est vraiment ce premier enjeu. C'est un enjeu, pas de formation, j'aime pas formation, mais d'hybridation en fait des profils. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les organisations qui vont être les plus agiles, c'est celles qui ont réussi en fait à faire cette fusion et de relier ces 2 visions de je sors du produit, je vends le produit, je sors voilà. Comment est-ce qu'on procède concrètement à cette hybridation ? Vous dites que vous n'aimez pas le terme de formation. Est-ce que vous avez un peu des best practices peut-être pour faire que le commercial regarde un peu plus des indicateurs marketing et vice-versa ? Alors, je pense qu'Eric en parlera un petit peu mieux de comment il le fait. Fondamentalement, tu mets tout le monde autour de la table et on fait ensemble. Quand je dis formation, c'est parce qu'il y a énormément de processus de formation qui existent avec un certain nombre de modules plus ou moins efficaces. Mais tant que tu n'as pas fait, en réalité, tu ne peux pas savoir. Et les formations qu'on va faire, les onboarding, pour nous, avant tout, c'est faire et faire faire à des gens qui n'ont jamais fait. Je te donne un exemple. Tu crées de l'e-merchandising. L'e-merchandising, dans la plupart des annonceurs, et là je dis annonceurs, du côté marketing, tu insistes sur la brand equity et la différenciation du produit. C'est normal, puisque dans un mètre linéaire, tu as besoin de te différencier, et sur 2 produits qui sont relativement identiques, on va prendre du yaourt, pourquoi tu vas choisir la marque Danone par rapport à la MDD, d'accord ? C'est lié à la brand equity. Fondamentalement, le yaourt, c'est la même chose. Ensuite, quand tu es sur le digital, cette bataille du share of shelf, il n'est pas exactement le même. Il faut s'adresser avant tout au consommateur. Et le consommateur, tu as un moment très court pour réussir à le capter. Tu peux le faire par l'e-merchandising et tu peux le faire par ces têtes de gondole virtuelles, des butterflies, etc. etc. T'as vu ?
Mais fondamentalement, c'est ça cet enjeu-là. Et remettre le consommateur au centre, et ben ça c'est la fusion entre le marketing et les sales. Eric, chez Playmobil, justement, je crois que vous êtes passé par votre partenaire agence pour essayer de faire monter en compétence les comptes clés sur ces considérations un peu plus marketing. Oui, alors en fait, alors déjà, le retail marketing, retail média, ce que je peux constater, c'est repositionnez-vous. Je réfléchissais il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, comment on était. Donc il y a 3-4 ans en arrière, mes équipes, dès le départ, et merci Silk, à l'époque avec Raphaël, on a fait un deal, il rentrait à nous suivre, mais en même temps il me formait les équipes. Et ça a été très très bien. Après on a demandé la même chose à Cdiscount Advertising qui a formé les équipes. Ce qui fait qu'au moment, je trouve extrêmement bien ce que tu as dit Laurent, c'est-à-dire qu'une formation c'est bien, mais en fait c'est être concrètement, systématiquement dans l'action, avec les équipes de la régie, de l'agence, avec en face les clients, et nous opérationnellement parlant, tactiquement ce qu'on doit faire, et stratégiquement, parce que moi je trouve ça extrêmement important, c'est la cohérence marketing. Alors c'est vrai que nous commerciaux, on va chercher le marketing systématiquement pour qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on fait au niveau stratégique et au niveau tactique. C'est, comme disait tout à l'heure Mathieu, je pense que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que j'accorde une vraie importance, parce que sinon on paume le consommateur. Donc au niveau des équipes, ouais, pour moi la formation, elle passe par ces réunions, ces weekly calls, où chaque fois on apprend, où chaque fois on découvre de nouvelles choses. Et pour moi l'importance aussi de travailler avec des agences différentes, c'est une sorte de veille, et on essaye de repérer en permanence ce qu'il y a de nouveau. Et vraiment les leviers d'un client à un autre, en travaillant avec différentes agences, je me rends compte que les leviers n'ont pas la même puissance d'un client à l'autre. Voilà. Évangéliser ces comptes clés à ces considérations marketing, c'est facile ou il reste quand même drivé par la vente? Alors, je vous dirais que c'est génial. Non, c'est l'inverse, c'est génial. En fait, vous avez des gens qui ont 35-40 ans, en termes d'employabilité, vous savez que vous allez les garder. Parce que ils apprennent en permanence. Dans une boîte, il n'y a rien de plus embêtant, je vais rester poli, il n'y a rien de plus embêtant de faire systématiquement la même chose. À partir du moment où les gens s'éclatent et découvrent de nouvelles frontières, je vais faire la Kennedy, vous découvrez de nouvelles frontières en permanence. En permanence, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la réflexion, dans la formation, et vous voyez le résultat. Un truc qui est vachement bien dans le digital, c'est qu'on voit le compte clé voit immédiatement sur les sorties caisses, ses actions, comment ça se produit. Et je pense qu'une modification de shop-in-shop et de brand store, bon, il y a plusieurs personnes dans l'assistance qui savent que mes comptes clés en plus sont vraiment difficiles avec les agences. Voilà, parce qu'ils insistent pour que les choses soient faites à la bonne date, opérationnellement. Donc on évoque l'importance d'avoir ces binômes un peu entre le compte clé et le marketing. Il y a quand même un enseignement aussi, Mathieu, vous me disiez, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all en fait. En gros, c'est à chacun aussi de trouver la bonne réponse au regard de ses contraintes déjà en interne, j'imagine. En interne, la taille de l'entreprise, j'ai envie de dire. Donc effectivement, moi qui suis passé par Danone avant et Bell maintenant, on se parle de tailles qui n'ont rien à voir. Et quand on se va sur des clients type P&G, etc., d'autres annonceurs, ça n'a aussi rien à voir. Et en fait, le retail média permet de faire plusieurs choses. À la fois d'activer, on parle beaucoup d'activation, mais il y a aussi toute la phase en fait, d'insight qui vient nous nourrir sur le travail des cibles et du coup qui nécessite un temps passé qui est assez chronophage, et la phase de mesure. Et en fait, pour opérer tout ça, il faut des gens. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas j'arrive pas à le dire, one size fits all. Parce que il faut avoir la capacité et les ressources pour pouvoir le faire. Il y a aussi un sujet, Lorraine, c'est celui de l'accountability. Je reste dans les anglicismes. C'est vrai que du coup, on peut avoir parfois une responsabilité un peu éclatée entre les différents membres de cette structure-là. Et ça peut être aussi un problème en fait dans le développement du retail média. Tout à fait. L'enjeu de la plateformisation, il est aussi l'accessibilité de cette donnée. Et du coup, avec cette transparence, tu vois l'effet de tes actions. Mais là où je te rejoins, c'est que la limite que tu peux avoir parfois, tu auras toujours cette prise de conscience sur le bas du funnel. Ça n'a aucun problème là-dessus. Mais si jamais tu t'obsèdes sur le bas du funnel, tu perds l'opportunité de l'upper funnel. Pour l'instant, 85%, c'est une stat que je viens d'inventer, hein, mais une grande majorité des investissements du retail média se font sur le bas de funnel. Et la réalité, c'est que si tu perds l'opportunité d'instruire tes cibles, mais aussi d'aller encore plus loin, d'instruire ton développement marketing, parce que tu as le pouls en fait sur les tendances,
Nous, on a des industriels avec lesquels on travaille. Ils font évoluer leur assortiment en quasi temps réel. En 3 mois, ils sont capables de sortir un produit qu'ils mettent en vente. Ils le testent. Si ça marche, ils scale. Sinon, ils le tuent. C'est une vraie modification. Et ça, tu peux le faire dans un groupe industriel qui maîtrise l'ensemble de la chaîne. Pour le coup, je pense que vous deux, vous êtes dans cette capacité-là, en théorie, mais sur lequel même le CEO regarde en fait l'impact du retail média ou du retail marketing et ce que ça peut générer. Donc en fait, l'accountability, tu vas la retrouver partout. Tu vas la retrouver en termes de sortie de tes produits, tu vas la retrouver en termes d'exécution média, on va dire plutôt marketing, ça fait quand même encore partie de leurs assets. Tu vas la faire sur on va dire la partie insight conso, et tu vas le faire sur le planning strat marketing. Et donc tu vas vraiment l'avoir sur l'ensemble. Et le risque, c'est que tu l'aies que en bas. De piloter que sur des KPI justement, ROS, etc., qui sont que sur une demande existante, qui est là, voilà, qui certes va générer du business short terme, et pas construire la demande future. En fait, le marketing, il est aussi là pour ça. Et le retail média, je pense, peut répondre aussi à ces deux enjeux, en fait. Ça permet d'élargir en fait le bassin d'audience. Ça permet de construire la marque, en ouais. fait. Si demain on ne travaille pas voilà, la plateforme de marque, il n'y a plus de marque. Donc en fait, on n'aura pas de préférence que décrivait tout à l'heure Lorenz sur les yaourts. Donc non, il faut le travailler. Et donc en fait, il ne faut pas être borné non plus à uniquement regarder des KPI qui sont short term et business. Parce que la demande là, elle existe parce que les marques sont fortes et qu'elles existent. C'est pas sûr que demain elles le soient. Donc il faut construire la marque. C'est tout l'objet de la 3e table ronde sur le sujet de la mesure de la performance. Vous empiétez un peu là. Mais merci. C'est un petit teasing. Il y a quand même un membre de cette chaîne de valeur qu'on n'a pas trop évoqué jusque-là, c'est les agences médias. On voit aujourd'hui que les agences lancent, d'ailleurs il y a des gens d'agences médias qui sont là, elles lancent toutes des structures un peu e-commerce parce qu'elles voient qu'il y a des budgets trade marketing qui basculent, où il y a de l'incrément qui se crée, et effectivement c'est un gros levier de croissance. Quelle est la place des agences médias aujourd'hui dans vos organisations retail médias? Eric, peut-être, comment est-ce que vous travaillez avec l'agence, vous? En fait, aujourd'hui, nous, on travaille avec des agences, clairement. Donc, pour moi, après, c'est une question de moyens à disposition, d'allocation de ressources. Je ne pense pas, en fait, malheureusement, même avec le chiffre d'affaires qu'on réalise en France, qu'on ait des allocations de ressources pour avoir un service intégré qui travaille à la fois les insights, qui puisse derrière faire des propositions et qui fasse aussi le setup. J'y crois pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai constaté jusqu'alors, c'est que les agences, les bonnes agences qui sont en veille, nous donnent des informations bien avant. Quand je vois le 11 décembre 2010-20, on était les premiers à tester la vidéo en jouet sur Amazon. C'est parce que l'agence à l'époque Silk nous avait donné l'information et on s'était préparé pour être opérationnel. Donc systématiquement, ou quand on parle maintenant Amazon Attribution ou d'autres choses, systématiquement on a des veilles par les agences qu'on n'aurait pas forcément en interne. Donc moi je suis plutôt pour que ça reste à l'extérieur. En revanche, je serai demain pour qu'il n'y ait pas une diversité d'agences. Voilà. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui vous trouvez que l'écosystème est trop fragmenté. C'est-à-dire qu'en fait, pour être, je vous disais, rendez-vous jour fixe, heure fixe, tout le monde a des KPI. Simplement les KPI, on ne peut pas les analyser de la même manière parce que vous avez tous tous les clients ont des paramétrages différents. Les agences qui nous remontent des résultats en KPI qui sont sur les mêmes KPI nous donnent des choses qui ne sont pas forcément cohérentes parce que les paramétrages ne sont pas identiques. Donc c'est vrai que mon rêve, c'est demain matin d'avoir une agence qui est sur un KPI, qu'on ait exactement les mêmes paramétrages, peu importe le client, pour pouvoir comparer des choses comparables. On revient à la notion de vue holistique que vous évoquiez, Mathieu. J'imagine aussi que c'est tout simplement, c'est chronophage aussi. Une réunion hebdomadaire avec, je ne sais pas combien vous avez de partenaires, du coup, ça doit prendre pas mal de temps quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, alors un peu, c'est une petite passion aussi, donc c'est vrai que j'y accorde le temps aussi nécessaire, et que je pense aussi que l'image, enfin moi je suis dans le principe du repos. Si on présente très correctement sur le web, sur nos différents clients web, les produits, qu'on fait tourner nos shop-in-shop tous les 8 jours ou tous les 15 jours, comme une boutique dans la rue, vous passez dans une boutique dans la rue, la vitrine n'a pas changé depuis 15 jours, votre œil, il ne le voit pas. Si vous la changez toutes les semaines, vous vous arrêtez parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Donc il faut en permanence observer, analyser, modifier les brand stores, les shop-in-shop. Donc,
Mathieu, une question pour vous. Si on fait un parallèle avec le display programmatique, où il y avait longtemps eu ce sujet de l'internalisation, on a vu pas mal d'annonceurs en fait opter finalement pour un mode d'organisation hybride. Ils ont un siège en fait qui est chez les principales plateformes d'achat, mais c'est quand même un peu l'agence qui opère ou qui les conseille. Comment est-ce que vous voyez le retail média se développer? Est-ce que vous pensez qu'à terme, Bell pourrait avoir vocation à internaliser des choses, ou vous pensez comme Eric qu'il y a besoin quand même de ses partenaires de veille? Je pense qu'on est sur quelque chose d'hybride en fait. Donc pour répondre sur le point de l'agence média, je pense que c'est crucial qu'elle soit là parce que justement elle maîtrise la vue holistique des moyens qui sont mis en place derrière une marque. Donc ça c'est crucial que voilà, elle ait un regard là-dessus. Et en même temps, je pense que c'est super important qu'on ait aussi en interne des expertises pour pouvoir justement travailler l'insight, qui est crucial pour nous dans la connaissance du client ou futur client. Travailler l'activation aussi en direct avec nos clients, que sont les retailers, les enseignes. Et puis mesurer. Et donc on n'est plus sur quelque chose d'hybride. Et sur l'internalisation, effectivement, alors chez Bell, sur le retail média, on n'en est pas du tout là. Mais on internalise déjà des expertises marketing, notamment autour du social ou de la création digitale, etc. Mais ça, pareil, c'est pas une taille adaptée pour tout le monde. Il faut des modèles qui s'appliquent. Nous, on le fait sur des pilotes de pays qui sont super matures. Et je ne le ferai pas partout. Donc, vous avez effectivement la chance d'être sur le global. Est-ce que, par exemple, les États-Unis, qui est un marché beaucoup plus mature, vous donnent des enseignements applicables à la France, ou justement vous dites il n'y a pas le même niveau de maturité, donc attention alors ça dépend, encore une fois, niveau de maturité du pays, et là je parle en termes de mindset et de ressources, d'envie, et aussi d'enjeux stratégiques pour le groupe. Donc les US font partie des pays prioritaires aussi pour l'entreprise. Donc effectivement on travaille beaucoup avec eux sur des phases de pilote, encore une fois, pour voir après si c'est scalable sur d'autres pays du groupe. La France fait partie aussi des entités hyper importantes en termes de business pour le groupe, donc potentiellement on pourra scaler ensuite sur des marchés comme la France. Laurence, est-ce que vous voyez des industriels qui ont des velléités un peu de reprendre la main, ou finalement on est plutôt sur des tickets avec des agences médias pour opérer, des partenaires comme vous pour conseiller peut-être un peu plus en amont? Je suis persuadé qu'il y a une partie qui va être internalisée. On a parlé beaucoup, quand on a dit retail média, on a beaucoup pensé paid. Il y a aussi un owned retail média. Pour mettre un nom, c'est l'e-merch. Là, tu as besoin d'être le plus proche possible quand même du produit. Et finalement, je pense que 75% des gens qui sont dans la salle ont déjà internalisé cette prestation. Donc de facto, elle a déjà été partiellement internalisée. Ensuite, le rôle du conseil, le rôle de l'agence, il a évolué. J'entends encore de temps en temps parler de centrale d'achat. Il y a 2 semaines, j'ai entendu parler du fait qu'on était dans une centrale d'achat. Ça faisait mal. Ça faisait la tête que Mathieu a faite. Il a été en centrale d'achat aussi. Cette fonction de centrale d'achat, elle est beaucoup moins pertinente. Tu négocies pas avec Carrefour, tu négocies pas avec Conso-Régie. Voilà. Tu négocies pas du tout avec Amazon. Même pas sur le on-top? Non. Il n'y a pas le rapport de force, parce que c'est vrai qu'on dit souvent pour les agences aussi, l'opportunité c'est de retrouver un rapport de force qu'elles ont perdu sur le display, parce qu'on négocie clairement pas avec Facebook, Google, Snapchat, TikTok, et on se disait peut-être que sur le retail média qui est plus fragmenté, à retrouver un peu du rapport de force, mais en fait non. Peut-être que Frédéric dira des choses différentes, mais fondamentalement, si tu veux vendre du Babybel à un consommateur de chez Leclerc, tu vends du Babybel au consommateur de chez Leclerc. C'est leurs données, c'est eux qui ont le... C'est plus que leurs données, c'est leur zone de chalandise. Le consommateur qui va au Drive Leclerc, il va au Drive Leclerc. Il ne va pas switcher, il ne va pas aller chez Intermarché et faire 10 km de plus parce que la pub sera meilleure dessus. Donc il y a quand même cette notion sur la partie digitale, on a tous été élevés avec la disparition des silos, fondamentalement des silos clients qui font que actuellement, si tu vas négocier chez Conso-Régie, c'est 50% de part de marché. Et ils font comme TF1 pouvait faire il y a quelques années. Voilà. Donc sur cette fonction de centrale d'achat, je peux être dubitatif. En revanche, le rôle du conseil, le rôle de l'agence, c'est de continuer de perpétuellement donner un coup d'avance. Notre travail en tant que conseil en train d'agence, c'est de transformer des pain points en des clés de succès. Il y a un problème, il faut unifier les reporting. Et l'agence a le moyen d'investir plus que Eric, plus que Mathieu, pour donner ce coup d'avance-là. Et
en permanence, c'est d'aller chercher, de fusionner des datas, d'investir dans des solutions qui te permettent en fait de tirer plus d'insights et de répondre aux 4 points qu'on a évoqués, qui sont potentiellement des pain points organisationnels, etc., etc. Donc notre rôle, c'est d'accélérer et c'est de donner un coup d'avance. Donc nous, on essaye de jouer avec 2 coups d'avance. Voilà. Une petite question peut-être sur un point qu'on n'a pas trop évoqué, c'est la partie supply, du coup le côté vente, les régies. Aujourd'hui, on voit énormément de retailers se lancer leur régie, communiquer là-dessus abondamment. Il y a beaucoup de monde, il y a peu d'alliances. Aujourd'hui, la seule, c'est Infinity, dont on parle, qui réunit Casino, Intermarché. Eric, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a cette fragmentation de l'écosystème, elle peut nuire au développement du retail média? Est-ce que j'imagine que vous seriez peut-être partisan de rapprochement entre plusieurs régies retailers pour vous faciliter la vie, pour arriver à cette uniformisation aussi qu'on évoquait plus tôt? Oui, c'est justement, franchement, ma vision en termes de fournisseurs, oui, ça serait qu'aujourd'hui, il y ait une uniformisation des plateformes face à une plateforme américaine, parce que ça nous permettrait d'être beaucoup plus agile, flexible, de travailler sur des outils similaires. Donc oui, moi je serais partant, bien sûr. Parce que je trouve que chacun arrive avec sa plateforme, je comprends, mais si on regarde les poids de chacun par rapport au marché global, je pense qu'il est important d'avoir une plateforme unique. Mathieu, je vous vois acquiescer. Ouais, complètement. Complètement, et j'en reviens à mon point de ressources en fait. Aujourd'hui, on duplique. Donc on duplique par client, enfin par retailer. Donc on duplique les modèles justement sur l'insight, l'activation, la mesure. Et du coup, on n'aura jamais pour l'instant une vue holistique sur un client. Voilà, parce que le client, il n'est pas mono-enseigne aussi, on est protéiforme. Donc oui, on a hâte que des solutions communes existent aussi chez les enseignes pour qu'on puisse mieux, encore une fois, travailler l'insight, travailler l'activation et travailler la mesure. On arrive déjà au terme de cette table ronde. J'ai réservé 5 petites minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nos interlocuteurs, peut-être sur ce sujet de l'organisation? Ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Non? Bon, alors une petite question pour vous, Laurence, pour terminer. Globalement, un conseil que vous donneriez aux industriels qui sont aujourd'hui en phase de réflexion sur ce sujet, une info à retenir? Il faut y aller. Et tu verras bien. Test and learn. Non, mais il faut se dépêcher à prendre son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas parfait. Et c'est pas du tout aussi parfait pour des gens qui viennent et qui ont fait le transfert de ce monde Google où tout est très normé en fait. C'est pas parfait. Il faut accepter. Mais il faut y aller. Appuyez-vous sur du conseil, sur des agences, sur vos confrères, on va dire. Je trouve que c'est une industrie qui est extrêmement bienveillante en termes de relations. Les gens ont envie d'apprendre, les gens ont envie de mieux exécuter. Mais le meilleur moyen, c'est de commencer. Il y a une statistique intéressante que j'ai vue hier. Aux États-Unis, 93% des marques FMCG connaissent l'existence d'Amazon Advertising. 43% connaissent l'existence de Walmart Advertising. Ça veut dire qu'en fait, dans un marché, tu parlais de maturité, je pense qu'on est moins immature qu'on peut le croire grâce à nos amis de Store Retail, Criteo, sur le marché français et l'explosion du drive. Aux États-Unis, le marché le plus mature, 57% des annonceurs ne connaissent pas l'existence de solutions retail média et de retail advertising sur le plus gros retailer des États-Unis et du monde. C'est dingue. Donc il y a un gros enjeu de communication pour le reste des acteurs du marché, en incluant même Walmart. Exactement. Et je pense que ce qui est intéressant avec Eric, c'est qu'il n'a pas attendu de savoir comment ça allait être fait. Il n'a pas attendu de savoir est-ce que c'est au marketing ou au sales. Il y est allé. Peut-être avec un petit budget à l'époque. Et je pense que toujours pas grossi. Et Mathieu, tu nous diras, t'es aussi dans la même démarche. T'as pas attendu de savoir si c'était au sales ou au marketing de le faire. Il faut y aller, et puis on verra. Et plus tu attends, plus ça sera difficile de rentrer sur ce marché-là. C'est difficile de recruter des talents. Hein, c'est là où l'agence t'apporte des choses, c'est qu'elle a un réservoir de talents, quand même. C'est difficile de trouver des gens seniors, et c'est difficile d'hybrider les gens. Mais tant que tu n'y vas pas, tu vas prendre encore plus de temps. Et plus tu attends, plus ça sera difficile. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos témoignages respectifs.
Je vous propose qu'on enchaîne avec une nouvelle table ronde. Merci, on vous remercie chaleureusement.